Prince Carlos Alcaraz, oui, Carlitos remporte enfin ce Master 1000 de Monte-Carlo, lui qui n'avait disputé ce tournoi qu'une seule fois. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va évidemment parler de cette finale un petit peu gâchée avec la blessure de Musetti. Mais voilà, on va parler de ces deux joueurs, de leur tournoi et évidemment de Monte-Carlo plus globalement. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Sur le papier, c'était clairement la finale, en tout cas, que j'espérais voir. Mon affiche préférée de ce tournoi, Musetti, qui est peut-être un de mes joueurs préférés, en tout cas, le joueur que j'aime le plus regarder sur cette surface, avec Alcaraz évidemment qu'on ne présente plus. Et puis en face, le favori qui a tenu son rang. On a beaucoup de choses à se dire. On va évidemment commencer par parler de cette finale. Ensuite, on va aborder un petit peu plus l'italien pour se rapprocher ensuite de l'espagnol et de faire un petit débrief globalement. On pourra toucher un petit mot d'Arthur Fils, de Tsitsipas et pourquoi pas aussi d'Alex de Minaur. Mais d'abord, sur cette finale, on va revenir sur les stats comme d'habitude. On a Musetti qui a gagné cette première manche et puis ensuite qui semblait quand même diminuer. Il l'a dit, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est normal quand on voit le tournoi qu'il a eu, le parcours titanesque qu'il a eu pour se hisser en finale. On reviendra après sur le tableau, mais j'ai pas été totalement mauvais. J'ai été très mauvais sur l'ensemble du tableau, mais sur Musetti, j'ai pas été mauvais complètement. Donc, sur cette finale, moi, il y avait un truc que je voulais quand même noter. C'était encore une fois, bon, Musetti évidemment avec ses deux derniers sets, il n'a pas vu le jour, très clairement. Donc, on est à 10 winners, 29 fautes directes. Mais Alcaraz, malgré le gain de la deuxième et de la troisième manche assez facilement, il tourne à seulement 30 winners pour 32 fautes directes. Donc, c'est assez important de noter que sur cette finale, et notamment durant tout le tournoi, il n'a pas joué son meilleur tennis. Mais c'est aussi là qu'on se dit qu'il a quand même une marge assez énorme par rapport à tout le circuit, notamment sur cette surface, que ce soit sur gazon ou sur terre battue. Carlos Alcaraz, c'est simple, depuis Roland Garros, sur terre battue, c'est 17 matchs, 16 victoires il me semble, une seule défaite, vous vous en doutez. La seule défaite, c'était en finale des Jeux Olympiques. Mais sinon, sur cette surface, il ne perd que très rarement. Il a une marge énorme. Alors oui, même si parfois, on pourrait penser que Carlitos peut perdre contre n'importe qui, c'est un petit peu plus vrai sur dur, notamment sur dur rapide, mais sur ces surfaces où il y a quand même un peu de création à avoir, et notamment du temps sur terre battue, ou alors même sur le gazon d'aujourd'hui qui est un petit peu plus lent, où il peut faire parler toute sa création. Là, mine de rien, il perd pas contre n'importe qui. Il peut laisser quelques points en route. C'est vrai qu'il peut faire quelques fautes directes, mais son niveau moyen reste quand même relativement au-dessus de tout le circuit. Nous, évidemment, qu'on est quand même très exigeant quand on pense à Carlitos. On a envie que son niveau moyen soit encore plus élevé. Alors, on ne demande pas à ce qu'il gagne forcément 6-1, 6-0, mais c'est vrai qu'entre perdre cette première manche 6-3 avec énormément de déchets, et c'est les stats qu'on va regarder dans ce premier set, puisque oui, dans ce premier set, on est à 11 winners, 14 fautes directes. C'est alors un premier set quand même très bien joué de la part de Musetti, il faut le dire. Mais il y a aussi beaucoup de déchets de la part de Carlitos, beaucoup d'impatience, j'ai trouvé. Il cherche très souvent à gagner le point assez rapidement dans l'échange. On va reprendre au tout début, ici, au début du match. C'est d'ailleurs lui qui commence très bien cette partie. Et ce qu'on retrouve dans ce premier set face à Musetti, on l'a retrouvé pas mal de fois dans ses autres rencontres, notamment face à Arthur Fils, notamment face à Cerundolo, où il a du mal à rentrer dans sa partie. Et puis au fur et à mesure, mine de rien, on se rend compte quand même qu'il a une certaine marge par rapport à ses adversaires, même si parfois il passe pas très loin de la défaite, notamment face aux Français. Mais oui, Carlitos est quand même au-dessus du circuit et ça se ressent encore aujourd'hui. On reprend quelques images, j'en ai pas sélectionné beaucoup, mais quand même, j'avais envie de vous montrer quelques images, notamment ce jeu. D'ailleurs, il s'était déjà fait breaker, là, à ce moment-là, les deux joueurs, une fois chacun. On a Carlitos qui, sur sa deuxième frappe de balle, je crois, fait cette faute en revers. Ok. Dans le même jeu, ici, il va faire une faute en coup droit. Et là, à ce moment-là, on a la balle de break pour Musetti. On a Carlitos qui, je vais prendre le stylo comme d'habitude, va faire un super kick. Demander à Musetti de faire un retour quand même extrêmement loin. Il est quand même ici, là, c'est fou de se dire qu'on le voit presque plus. Et Carlitos va avoir quand même un coup droit assez simple à jouer dans l'échange. Et jeu catastrophique, troisième faute directe pour offrir le break à Musetti. L'Italien qui dans ce premier set joue relativement bien, arrive à avoir une très bonne longueur de balle, il arrive à jouer avec les angles, il arrive à repousser l'Espagnol, mais on sent quand même
que c'est l'Espagnol qui a le match dans sa raquette, c'est lui qui dégage plus de puissance, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Et dans ce début de set, il se fait breaker 2 fois de suite, il perd ses 2 premiers jeux de service, donc un petit peu compliqué. On a Musetti qui lui de son côté, pareil, les deux joueurs utilisent très bien les schémas de terre battue, notamment avec le kick. On a un Musetti qui pareil avec son coup droit est capable de mettre énormément de volume. Là il va sortir Carlitos du terrain avec un coup droit extrêmement bombé. On sent que son intention première n'est pas forcément de faire le point avec un coup gagnant, mais de déplacer l'Espagnol pour s'ouvrir les angles et pour avoir plus d'espace. Pareil, au moment où Carlitos, là vous le voyez peut-être pas, mais il est juste ici, là on voit sa tête juste là, et ben Musetti refuse de reculer, même avec son revers à une main, pour venir jouer de l'autre côté et glisser un joli revers dans l'ouverture. Ça, globalement, on l'a retrouvé plusieurs fois. On voit un Musetti qui est capable de prendre son temps, voilà, et une fois qu'il pose ses appuis, l'Italien, il a des trajectoires qui sont impressionnantes. Il va vraiment faire mal à Carlitos. Là, au moment où il pose ses appuis, il va faire un énorme coup droit lifté qui va venir ici. En temps normal, avec une trajectoire plutôt basique, une trajectoire de joueur de dur, par exemple, Carlitos aurait reculé pour aller prendre cette trajectoire. Non, là, il sait qu'il n'a pas le choix. Au moment du rebond, il essaye de venir couper cette trajectoire, mais ça ne va pas suffire et il ne va pas réussir à contrôler cette balle. Voilà, Musetti fait un premier set de très belle qualité, vraiment à ce moment-là sur cette balle de set, on a notamment un amorti où on sent que les deux joueurs ont quand même un talent assez fou, un toucher exceptionnel, peut-être 2 des plus beaux touchés du circuit. Et voilà, je voulais juste mettre cette image parce que là il va faire un petit amorti cisaillé en coup droit que Carlitos va quand même toucher, mais c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Et premier set pour Musetti, 6-3, donc on va revenir un petit peu sur les stats. Au deuxième set, ce qui était important de noter, d'abord on va regarder ici au premier set les rallyes, on a quand même un Carlitos qui a une non-tolérance à l'échange. Très clairement, on le voit que dès qu'il y a un échange qui s'engage un tout petit peu, une fois que le service et le retour sont passés, bah Carlitos est complètement pris. 2 tiers des points sont pour l'Italien, seulement 1 tiers pour l'Espagnol. Voilà. L'échange s'engage, on ne va pas au-delà parce qu'il y a seulement 4 points au-delà de 9 frappes. Pour 2 joueurs qui sont capables de tenir l'échange et de faire des longs rallyes, bah c'est extrêmement faible, je trouve. Mais c'est surtout aussi parce que Alcaraz, lui, tente le coup gagnant ou tente le coup gagnant mais le perd assez rapidement à l'échange. On le voit dans ce deuxième set, on a quand même une inversion des courbes, même si oui, au fur et à mesure, tout va s'inverser. Mais c'est quand même à noter que les échanges de 5 et 8 frappes, ça y est, ça s'est inversé. 2 tiers sont pour Alcaraz et seulement 1 tiers pour Musetti. C'était quand même important de le souligner, même si on sait que les 2 derniers sets sont à sens unique. J'ai pas pris beaucoup d'images, j'ai juste montré 2-3 choses, notamment la position de retour d'Alcaraz qui, dès le début de ce deuxième set, pour essayer de se rassurer, reprend ses basiques en se mettant très loin. On le voit, il est là, quasiment au niveau de la bâche, et il va limite même attendre la balle. Là, il a un coup droit à jouer sur le retour où il va vraiment beaucoup attendre la balle pour se laisser du temps. On sent qu'il a confiance en ses schémas, il ne panique pas, il prend ce premier jeu dans cette deuxième manche, c'est lui qui est en train de dicter les échanges, et puis au fur et à mesure, il va rentrer dans le terrain, il va continuer de dominer l'Italien et se rapprocher petit à petit du filet. Ça, c'est quelque chose qui est à noter puisque si on regarde les stats, on l'a vu tout à l'heure et j'ai envie de le souligner. Encore une fois, les points gagnés au filet, on est à 13 sur 17 pour Carlitos. C'est quand même énorme. Une main exceptionnelle, un sens du placement, de vraiment l'anticipation. Il sent le jeu, il sait quand il faut monter et puis une fois qu'il y est, surtout, c'est extrêmement bien touché. Donc, je voulais aussi le souligner avec vous. On a un Carlitos qui se fait plaisir quand il monte au filet, qu'il est capable d'utiliser son amorti de coup droit. Voilà, on sent que ça lui fait plaisir d'être là. Il s'est libéré. Et la finale est devenue à sens unique. Encore une fois, on est sur une balle de débreak de Musetti. Il envoie l'Italien sur un service kické très loin. Il vient couper la trajectoire avec une volée qu'il va venir déposer très tranquillement avec le stylo. Ça sera plus simple de l'autre côté. Donc voilà, globalement, après, il n'y a pas plus d'images que ça à montrer parce que Musetti était diminué. Mais c'est important de voir comment Alcaraz, aussi petit à petit, s'est rapproché de sa ligne de fond de cours. Il est allé gagner des points, notamment au filet, énormément au filet aussi, avec les amortis forcément dans sa variation qu'on lui connaît très bien. Mais
Au départ, il part de très loin et plus on avance dans les matchs, et je l'avais noté dans ma vidéo face à Cerundolo, plus il se rapproche de sa ligne de fond de cours et à partir du moment où il part plutôt de sa ligne de fond de cours, il arrive à déployer son meilleur tennis, celui de sa création. Ça, techniquement, il le fait très bien et je voulais vraiment le souligner. On va maintenant parler de Musetti, évidemment, puisque Musetti est 11e au classement ATP. C'est assez exceptionnel. Moi, franchement, on va parler de son parcours après. J'ai adoré sa semaine, surtout quand on voit son premier match face à Bu, face aux Chinois, où il est mené 1-7, 1 break. On se dit, c'est pas possible. Franchement, Musetti qui va sortir à Monte-Carlo, presque à domicile. Lui qui fait partie des outsiders du tournoi, il était malmené. Et petit à petit, il a réussi à rentrer dans sa partie, il est rentré dans son tournoi. Il le dit aujourd'hui, j'ai joué mon meilleur tennis au premier set. Ici, j'avais envie de souligner avec vous, bien sûr, surtout après le premier set où j'ai joué probablement mon meilleur tennis. Je sentais vraiment bien la balle, j'avais l'esprit clair sur ce que je devais faire. Malheureusement, je n'ai pas pu me battre jusqu'à la fin. Carlos méritait probablement de gagner, mais ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu montrer mon jeu jusqu'au dernier point. Alors, évidemment que Carlitos était meilleur dans ce match, ce qu'on peut regretter, mais en même temps, j'ai envie de dire non, pas totalement, c'est la semaine de Musetti. La semaine de Musetti, elle était hyper difficile, hyper prenante, même physiquement, mentalement. Aujourd'hui, Carlitos était meilleur globalement. Carlitos était meilleur toute cette semaine, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est la semaine XXL de Musetti. J'en parlais, face à Bu, il aurait même dû sortir pour moi à ce premier tour, notamment aussi face à l'EHK où il est mené encore une fois 6-1 dans cette première manche et derrière il va réussir à inverser la tendance. On a un parcours XXL où derrière il va un Berrettini certes diminué pour ensuite faire tomber le tenant du titre, Tsitsipas, battre un Alex de Minaur qui lui aussi va lui prendre la première manche 6-1. Bref, on regarde quand même que sur ces 5 première victoire, il y a quand même 4 matchs où il perd la première manche. Mentalement, physiquement, c'est hyper difficile. On voit qu'il est capable aussi de se relancer. Quand tu perds la première manche 6-1 3 fois et que tu gagnes le match derrière, c'est que tu as des ressources mentales, techniques et surtout tu es sûr de ton jeu. Tactiquement, tu as confiance en tes schémas. Musetti, c'est quand même médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Il a quand même des références sur cette surface. Et là, ce que j'ai envie de voir avec vous aussi, c'est cette phrase. Cette semaine m'a donné la confiance nécessaire pour être plus ambitieux, même dans des tournois plus importants comme celui-ci ou à Roland-Garros. Et vous vous en souvenez, j'en avais parlé dans ma prédiction. Pour moi, Musetti, c'est quart de finale minimum à Roland-Garros. Et j'ai même envie de dire que j'avais vu juste mon tableau est absolument horrible, mais j'avais vu juste concernant Musetti que j'avais mis en finale, certes perdant face à Casper Ruud, mais voilà, Musetti, c'est un joueur en qui je crois énormément. Je ne parle pas qu'avec le cœur, je trouve que son tennis sur terre battue est une bénédiction en termes d'angle, en termes de choix tactique, en termes de trajectoire, en termes de positionnement, en termes de zone. Voilà, c'est vraiment remarquable ce qu'il est capable de faire avec sa panoplie. C'est un des seuls joueurs aujourd'hui qui utilise encore énormément le slice, que ce soit sur gazon ou aussi sur terre battue un petit peu. Il est capable de se laisser du temps en revers, il est capable de prendre tôt. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, je prends plaisir. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette parenthèse parce que c'est un joueur différent des autres. C'est aussi le premier joueur né en 2002 à se qualifier en finale d'un Master 1000. C'est quand même une génération. 2002, il faut se dire, il y a quand même quelques bons joueurs. C'est quand même fou. On sait que 2003, 2004 et 2005, c'est déjà arrivé. Maintenant, notamment avec Mensik. Donc voilà, il y avait un train de retard pour les 2002. C'est corrigé pour Musetti et on peut faire la transition avec Carlitos qui dit Monte Carlo, I love you. Carlos Alcaraz remporte ce tournoi. Je l'ai dit un petit peu déjà dans le début de cette vidéo, il n'a pas joué le meilleur tennis de sa carrière, mais ça prouve encore une fois qu'il a une marge sur l'ensemble du circuit et c'est pour ça qu'on est très exigeant avec Carlos Alcaraz parce qu'on sait de quoi il est capable. Il nous régale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts, alors ça c'est le calendrier, on y reviendra après. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas, mais globalement, sur terre battue, ben voilà, c'est quand même un joueur extrêmement fiable, sur gazon aussi, même si c'est plus court. Sur cette surface, on va le voir ici, avant de parler de ses Master 1000 plus globalement, il a quand même un très beau parcours. Il a eu du mal à se mettre dans son tournoi face à Cerundolo, qui est quand même le match piège par excellence, le joueur que personne ne voulait jouer, en tout cas dans les têtes de série au premier tour. Et ben, il perd ce premier set, derrière il lui met 0 et 1. Ça me fait penser un petit peu au match d'aujourd'hui, avec Musetti, où il met un petit peu de temps à se mettre dedans, et derrière, ça y est, il arrive à se régler. Son coup droit est beaucoup plus percutant, notamment face à Cerundolo et Musetti. C'est vrai qu'on parle beaucoup du revers, mais il y a aussi énormément de fautes en coup droit où il est capable de faire énormément de fautes directes comme face à Arthur Fils, mais une fois qu'il arrive à régler la mire, ben, c'est dévastateur. Donc
ça reste quand même un tournoi plus que réussi pour lui, parce que déjà, c'est un tournoi qu'il jouait seulement pour la deuxième fois, il faut le souligner. Et puis ensuite, il joue que des très bons joueurs de cette surface. Cerundolo, Altmaier, on rappelle qu'il avait battu Sinner à Roland-Garros il y a 2 ans. Arthur Fils, qui sur cette surface est top 10 largement. Est-ce qu'il est top 5, top 8, je sais pas trop, mais le Arthur Fils de ce tournoi-là, personne n'avait envie de le jouer. En quart de finale, c'était le match piège aussi par excellence. Il n'est pas passé loin d'une déconvenue, mais voilà, il y a eu un très bon match. Fokina, qui lui aussi est à un niveau très très haut, et puis Musetti en finale, certes diminué, ça reste quand même un très beau parcours pour l'Espagnol. Maintenant, ça y est, il redevient numéro 2 mondial. On retrouve Yannick Sinner numéro 1, on retrouve Carlos Alcaraz numéro 2, et puis surtout, Carlos Alcaraz a très peu de points à défendre, alors que lui, Alexander Zverev, en a énormément. On retrouve l'ordre logique, j'ai envie de dire, avec Sinner 1, Alcaraz 2, et puis derrière, des joueurs que je trouve globalement un peu plus faibles, qui sont capables de faire des coups sur un one-shot, sur un tournoi, notamment des Jack Draper, notamment aussi encore des Novak Djokovic, pourquoi pas Alexander Zverev, mais voilà, on a les 2 meilleurs joueurs du monde qui sont à leur place, et ça, je trouve que c'est quand même hyper important pour le tennis de retrouver Carlos Alcaraz à cette place, dans l'optique de petit à petit venir challenger Yannick Sinner. Je voulais voir aussi ici, est-ce qu'il est capable d'enchaîner Monte-Carlo, Madrid et ensuite le retour de Sinner, on verra où il se situe. En tout cas, quand on voit la marge qu'il a aujourd'hui sur le circuit, notamment sur ses spécialistes de terre battue, je pense à Musetti, je pense à Arthur Fils, je pense même à Fokina, il y a quand même peu de joueurs aujourd'hui où je me dis, bon, ils peuvent battre Carlos Alcaraz sur terre battue. Il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait vraiment que Carlos Alcaraz fasse un très mauvais match. C'est vrai qu'il a des hauts, il a des bas. Même quand il a des bas, on le voit face à Arthur Fils, notamment au premier set où il est mené d'un double break. Finalement, le premier set n'est pas si simple à remporter pour le Français. Donc voilà, c'est un joueur, je trouve que parfois, moi le premier, on peut être trop dur avec lui, mais c'est normal, il est sur les mêmes standards que des Nadal, il est même peut-être en avant sur des Djokovic, sur des Federer. Donc, au final, ça ne me choque pas qu'on soit très exigeant avec lui. La suite, c'est peut-être, on va le voir maintenant, Barcelone, il est inscrit, on va voir, sinon on le retrouvera à Madrid, on va voir ce que ça donne. Je voulais faire aussi un petit point sur le tableau de Madrid, le tableau de Monte-Carlo, parce qu'il y avait quand même 2-3 joueurs qui nous ont surpris, et on va en parler tout de suite. J'ai vraiment envie de parler de Tsitsipas, très rapidement, une toute petite parenthèse sur ces joueurs-là. Tsitsipas qui passe 16e ATP, je ne sais pas si on se rend compte, la dégringolade commence, est-ce qu'elle va s'arrêter ou est-ce qu'elle va continuer? En tout cas, c'est très décevant parce que Tsitsipas, c'est quand même son tournoi préféré. Si à Monte-Carlo, il n'affiche pas les mêmes standards que les années précédentes, je me demande ce que peut être la suite de sa saison. On va voir ça. De Minaur qui met 6-0, 6-0 à Dimitrov. C'est le match le plus what the fuck de ce début de saison. De Minaur qui n'est pas du tout un spécialiste sur cette surface, mais que j'ai trouvé très intéressant dans ce tournoi, notamment dans sa tolérance à l'échange. On le voit depuis le début de l'année, il s'est quand même vachement épaissi. Sa balle, elle va beaucoup plus vite. Il est capable de s'adapter, que ce soit même au niveau dans ses prises de balle, dans ses trajectoires. Il prend la balle un petit peu plus tôt. Alors, il ne joue pas comme un pur terrien, mais il est capable de gêner les purs terriens dans son style à lui. Donc, c'est hyper intéressant. Et on sait que c'est une petite mobilette, il est partout sur le terrain. Le match contre Musetti, c'était fou. Il y avait des points où je me disais, mais c'était impossible de finir un échange. Donc c'est hyper intéressant de voir De Minaur être capable de jouer son meilleur tennis sur cette surface. Et puis, il y avait Fokina, Popirine, mais la dernière parenthèse, on va la donner à Arthur Fils. Arthur Fils qui se rapproche, il est rentré dans le top 15, 14e mondial. On a vu peut-être ce qui se faisait de mieux pour Arthur Fils, notamment pendant un set et demi. Il y en a beaucoup qui ont critiqué avec des fautes directes, beaucoup de fautes directes. Mais en même temps, on est face à un Carlos Alcaraz, face à un joueur qui était meilleur que lui. J'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo, donc je place mes 2 petits mots sur ce match-là. Arthur Fils, oui, a fait son match. Il a dominé Carlos Alcaraz pendant une bonne partie du match. Il s'est peut-être vu gagner. Il s'est fait rattraper par l'événement. En face, il joue le meilleur joueur de cette surface au monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de scandale. Il a fait son match. C'est normal que parfois aussi, il se sente obligé de forcer. Il sait que sur une dizaine de matchs, c'est pas lui le favori. Donc sur les
allez, sur une échelle, si on doit jouer 10 fois ce match, peut-être qu'il peut le gagner 2 ou 3 fois, mais les 2 ou 3 fois où pour l'instant il peut gagner, c'est en forçant, c'est en essayant de mettre plus de coups gagnants que son adversaire, c'est en essayant de frapper plus fort. Et donc forcément, ça amène aussi plus de déchets, plus de fautes directes. La balle de Carlos Alcaraz, forcément, elle te fait faire aussi plus de fautes directes. Sa couverture de terrain aussi. Donc moi, j'ai trouvé que globalement, oui, c'était pas le match de l'année, mais c'était un bon match. C'était un bon match de par son scénario, de par la dramaturgie, et aussi parce que c'est notre numéro 1 français et qu'on suit ça de très près. Bref, Monte-Carlo, encore une fois, tournoi banger parce que c'est sur une semaine, que ça va à 10 000, qu'il y en a pour tous les jours. On ne peut pas tout débriefer dans cette vidéo, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était hyper important de se voir avant de tourner la page, de voir les ATP 500 de la semaine prochaine. On a Munich et on a Barcelone. Voilà. Après, on a Madrid. On se retrouvera évidemment. Donc, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce, parce que la saison sur terre battue ne fait que commencer. On pourra bientôt reprendre mes prédictions parce que j'ai pas été si mauvais sur mes prédictions. À part le petit Carlos Alcaraz flop à Monte-Carlo, c'est vrai, mea culpa, j'ai pas été bon là-dessus. Mais sur le reste, on verra que j'ai pas été si mauvais. Et puis, si c'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt.